Bonjour Pierre de Firmas, vous êtes directeur de la mobilité électrique chez Enedis. Alors Enedis, vous êtes un des gros acteurs du développement de la mobilité électrique en France. On est ici sur le salon Drive to Zero, le salon de la mobilité décarbonée. Aujourd'hui, comment justement assumez-vous ce rôle pour le raccordement notamment des bornes de recharge électrique un peu partout sur le territoire, vous Enedis? Alors effectivement, comme on est l'opérateur de réseau sur en tout cas l'essentiel du territoire français, on est vraiment au carrefour du secteur du transport qui va s'électrifier, qui va devoir s'alimenter en électricité, et puis du système électrique lui-même dont on est le dernier maillon avant le client, si j'ose dire. Tous ces points de charge qui vont être nécessaires, qui vont devoir se développer, ils ont un point commun. Ils devront être liés au réseau de distribution. Donc on est, j'allais dire, incontournable sur cette transformation. Donc on a avec deux volets. Un volet qui est le raccordement sur lequel on va revenir, puisque il faut bien ces points de charge, quand ils ne sont pas derrière un point de livraison existant, il faut bien qu'on raccorde au réseau de distribution. Donc il y a des travaux à faire, plus ou moins importants selon les segments. Et puis la deuxième dimension, c'est ce réseau. Quand on regarde les choses avec un peu de perspective, et ça c'est notre mission aussi, d'anticiper cet usage de l'électricité un peu nouveau de la mobilité, il va expliquer l'essentiel de la croissance de la demande d'électricité sur les 10-20 ans qui viennent. Donc il faut qu'on réfléchisse à l'avance et qu'on prépare la manière d'intégrer le plus harmonieusement possible ce nouvel usage massif de l'électricité dans le système électrique. Donc il faut qu'on réfléchisse et qu'on étudie les besoins de recharge sur les différents segments pour qu'on anticipe le dimensionnement du réseau, l'adaptation du réseau à prévoir ici et là sur ces différents segments. Donc on fait aussi beaucoup d'études. Sur cette adaptation, vous avez ces dernières années, on a eu beaucoup de cas d'installation, etc., qui ont pu mettre beaucoup de temps entre le moment où on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin sur un point de charge et puis la mise en œuvre effective, la mise en application effective du point de charge. Aujourd'hui, on est à peu près à combien de temps entre le moment où justement un opérateur va demander à Enedis un raccordement et le moment où on va pouvoir vraiment charger une voiture? On a des demandes qui sont arrivées petit à petit au début. Des demandes de raccordement, Enedis, c'est une partie de notre métier. On en a 350 000 par an. Mais celles-ci sont un peu particulières, d'abord parce qu'elles s'ajoutent aux autres, et ensuite parce que c'est pour alimenter des bornes de recharge. Et c'est des raccordements un peu particuliers, un peu spécifiques. Un autre dimensionnement. Voilà, dont on n'avait pas nécessairement l'habitude. Le challenge, il vient plutôt avec le volume. Donc, tant qu'on en a assez peu, on fait face de façon assez naturelle. Et puis, quand les demandes augmentent en volume, et c'est quand même ce qui se passe, notamment si on prend le segment de la recharge accessible au public. Et donc nous, on se retrouve avec un flux de demandes très important, très forte croissance de raccordement. Et donc on s'est organisé pour ça. On a notamment développé une activité de suivi de ces demandes spécifiques qu'on appelle des grands comptes parce que c'est des clients qui ont besoin de plusieurs centaines de raccordements sur l'ensemble du territoire. Et nous, on est une société très décentralisée. Donc on a 25 directions régionales et donc là il y a un enjeu à coordonner au niveau national ce type de plan de déploiement. Donc ça on s'est organisé pour le faire. Tous les retours qu'on a de ces acteurs-là sont très positifs sur les délais. Bon, on s'est organisé on avait prévu le coup. Nous on a monté l'entité dont je m'occupe. Mobilité électrique, elle a été mise en place fin 2018. De façon volontariste à un moment où il y avait très peu de véhicules électriques, mais parce qu'on avait anticipé que ça allait être une montée en charge. Voilà, un vrai défi pour nous. Donc on avait bien anticipé ça. Et aussi ces acteurs-là, ils sont souvent actifs dans d'autres pays européens où l'équation n'est pas tout à fait la même et pas tout à fait aussi simple. Parce qu'on est plus rapide, plus efficace, disons plutôt que rapide en France qu'ailleurs? Alors, objectivement, on a deux avantages. Et quand je dis on, c'est le pays finalement, a deux avantages. D'abord, on a un distributeur d'électricité qui ne couvre pas tout le territoire, mais qui a quand même une maille nationale. On couvre 95% du territoire. Donc quand on fait face à un challenge comme celui-là, c'est quand même un avantage. Le deuxième atout, je pense qu'on a, et qui fait beaucoup de différence dans les délais, c'est qu'il y a déjà au départ un dimensionnement de ce réseau de distribution qui est assez généreux. On ne l'a pas surdimensionné, mais il est dimensionné
pour un pays qui a développé déjà beaucoup de chauffage électrique, là où dans d'autres pays, la plupart des pays qui nous entourent, l'Italie et de l'autre côté de la Manche, le UK, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, tous ces pays-là, ils sont chauffés au gaz depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et on n'a pas le même point de départ quand on a un réseau qui a été dimensionné comme le réseau français. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, mais ça veut dire qu'on a un peu de capacité disponible. Donc on est en mesure, en associant ces deux atouts, on est en mesure de répondre de façon assez efficace. Concrètement, demain, un Fastned, Electra, NG Vianeo, etc., qui vient voir Enedis en demandant un raccordement pour une borne dans un endroit donné, ça met combien de temps, de mois? Il faut se méfier des moyennes parce que on a toute la gamme de puissance, mais je dirais en ordre de grandeur, entre le moment où on reçoit la demande, le moment où on conduit l'étude, le moment où on va faire les travaux, voilà, ça peut être 6 mois. Parce qu'eux, en fait, ils ont beaucoup à faire pour aménager leur station. Donc justement, maintenant, ils sont un peu éduqués, donc ils savent. Et nous, on leur a dit dès le début, on leur a dit, nous, le mot-clé, c'est anticiper. Prévenez-nous très vite. On a développé des outils en ligne aussi qui sont à leur disposition pour qu'ils voient à l'avance où est-ce qu'ils ont plus de chances d'avoir de la capacité disponible, qui minimisera le temps de mise à disposition de la puissance. Pour les délais de raccordement, je dirais, on n'est jamais assez bon. Si on pouvait aller plus vite, ce serait très apprécié. Donc on s'y emploie. Aujourd'hui en France, on est un producteur, on produit plus de 90% de notre besoin en électricité. Nous-mêmes ici en France, une électricité qui est décarbonée. Est-ce qu'on peut imaginer une tendance dans les prochaines années qui continue de développer la mobilité électrique? Il faut rappeler qu'aujourd'hui, une voiture sur 5 environ qui est vendue, une voiture neuve sur 5 qui est vendue est 100% électrique, ce qui était loin d'être le cas il y a seulement quelques années. Est-ce que cette tendance va continuer de s'accélérer? A priori oui, parce qu'on est sur une trajectoire et les ambitions d'ailleurs de la France ont été rappelées encore récemment. Donc on a cet objectif de développer le tout électrique dans notre pays. Mais pour revenir aux ventes de véhicules électriques, ce 25% de part de marché des véhicules électriques sur les voitures particulières, ça aurait vocation à monter. Parce qu'en 2035, ça sera interdit en Europe de vendre et donc d'acheter un véhicule à moteur thermique. Le 25%, c'est un bon niveau, mais c'est un niveau qu'on avait déjà atteint en 2023. Donc la question c'est, on est un peu sur un palier, on a arrêté de progresser, il faudrait que ça reprenne. Parce que sinon, comment on va atteindre le 100% en 2035? Voilà, c'est un peu ça qui est en jeu. Alors il y a tout le marché de l'occasion qui est en train de s'ouvrir. Là, d'année en année, on voit qu'il y a de plus en plus de véhicules d'occasion qui entrent sur le marché. Il y a également la baisse des prix des véhicules neufs, puisqu'on a passé le palier, on est en dessous des 18 000 €, par exemple pour une Citroën IC3 ou pour une Dacia Spring ou quoi. Du côté des pouvoirs publics, les acteurs publics, est-ce qu'on a encore des choses à attendre pour aider à développer le marché, ou est-ce que vous jugez qu'il y a eu ce dont on avait besoin qui a été fait et puis maintenant c'est au marché de travailler et de faire en sorte de se développer? Moi je pense qu'on n'est pas sorti de la période où on a besoin d'un soutien sur différents plans. Il y a pour l'achat de véhicules électriques. Alors bon, c'est vrai qu'il y a une convergence entre les prix d'un véhicule électrique et les prix d'un véhicule thermique. On n'y est pas encore tout à fait. On y est encore moins sur les véhicules plus lourds. Donc là, il y a quand même, notamment sur la mobilité lourde, le transport de marchandises, là je pense qu'il y a encore un vrai besoin d'accompagnement et de soutien. Sur la recharge aussi, il y a des secteurs où je pense que c'est parti, c'est bien parti, on voit que les investissements sont là. Il y a d'autres secteurs qui ont encore besoin d'aide. Pour la recharge publique, dans des zones un peu moins fréquentées, zones périurbaines ou les zones blanches etc. Aussi, ouais. Bon, ça peut être un peu compliqué pour des opérateurs de recharge de trouver un business case. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de volume de recharge, donc financièrement, pour réussir à s'y retrouver, peut-être besoin là d'être aidé ou de trouver une solution qui fonctionne mieux. C'est un marché d'infrastructure, donc pour éviter la poule et l'œuf qui a conduit un peu à la paralysie au démarrage, il faut donner un temps d'avance à l'infrastructure. Donc il faut quand même sans doute aider, en tout cas certains segments, je pense. Un segment fondamental qui avait été assez mal adressé en France jusqu'ici, mais je trouve que là les mesures qui ont été prises en 2025 vont favoriser, c'est les entreprises.
les entreprises étaient à la traîne par rapport à cette part de marché dans le renouvellement de leur flotte. Elles n'achetaient pas suffisamment. Alors elles y sont davantage incitées maintenant par la politique fiscale, les avantages en nature, etc. J'espère qu'on en verra l'effet sur les ventes d'ici la fin de l'année peut-être déjà, et en tout cas l'année prochaine. Justement, donc les gros freins, c'était le prix, on l'a dit, le prix des véhicules a baissé. L'autonomie, elle n'a fait qu'augmenter, on est à 400, 500, 600 km d'autonomie selon les modèles. Et la densité du réseau de bornes de recharge, vous Enedis, vous êtes bien placé pour le savoir. On a un des réseaux les plus denses en France. On est dans le top 3 des pays européens et surtout on a une dynamique très forte. Et notamment on a beaucoup augmenté la densité du réseau de bornes de recharge rapide. Et ça, c'est un vrai atout. Et d'ailleurs, les voisins européens le reconnaissent parce que ces voisins européens, ils s'intéressent aussi beaucoup au réseau français parce qu'ils y font du tourisme aussi dans notre pays. Pierre de Firmas, directeur mobilité électrique pour Enedis, merci beaucoup. Merci à vous. On est ici sur le salon Drive to Zero, le salon de la mobilité décarbonée. Je vous souhaite vraiment un bon salon et puis merci. Aussi bien avec les acteurs publics que privés, beaucoup de partenariats à monter, beaucoup de choses à faire pour continuer de faire se développer cette mobilité décarbonée. Merci beaucoup.